Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce troisième numéro hors série de French Big Ballers dédié à l'épopée post-season des Lakers. Avant les hostilités, présentation des deux autres membres du starting three de ce soir. Il a rechargé ses batteries et est prêt à aider ses partenaires comme son idole Rajon Rondo en playoff. Adrien est de retour. Comment ça va Adrien ? Porte aussi bien que les pourcentages de Kyle Kuzma. Célèbre poète officiant sur le compte, il est notamment l'auteur du fameux « Les roses sont rouges et roses sont les malopes ». Brown est en finale de conf et Westbrook est une salope. Nas est avec nous. Comment ça va Nas ? Salut Clément, salut Adri, salut Ad. Écoute, ça va, tout va très très bien dans la vie de l'artiste et de celui qui a mis à dos toute la communauté des fans des Rockets, de Giannis Antetokounmpo et des Blazers sur le dos de Lakers France. Bon, comme tu l'as dit, Nas, le train-train quotidien continue, messieurs, oui. Puisqu'après avoir concédé le premier match face à une équipe avec les deux principaux éléments sur les postes arrière, les Lakers ont encore enchaîné 4 victoires de rang pour accéder aux finales de conférence, laissant Harden et Westbrook sur le bord de la route, tandis que D'Antoni préfère faire du stop dans le sens inverse. Messieurs, on en revient un peu en quelques mots sur ce second tour ? Évidemment, allons-y. Qui veut commencer ? Honneur à Nas peut-être. Allez, par recommencer. Effectivement, on va pas se mentir, hein, faut le dire à nos auditeurs, tous les trois, je pense, ou au moins Adrien et moi, on voyait un peu cette équipe des Rockets comme, non plutôt Clément et moi, on voyait cette équipe des Rockets un peu comme un épouvantail. Je souscris à ça aussi. Ouais, ok, ouais, voilà. On voyait cette équipe des Rockets un peu comme l'épouvantail qui pouvait nous faire vaciller, parce qu'on a quand même eu beaucoup de mal à jauger des capacités de Frank Vogel des fois à faire des ajustements. On en parlera peut-être. Adrien, tu rebondiras sur ma remarque pour parler du coaching de Frank Vogel sur cette série, qui a finalement été plutôt bon, faut le dire quand même, notamment avec la réintégration de Rajon Rondo, qui est revenu au début de la série, qui fait un premier match flingué, disons-le, mais qui est plutôt utile quand même, notamment pour décharger LeBron sur certaines minutes de la balle, que je me serais moi pas imaginé forcément, mais tu vois comme quoi on est souvent très étonné de ce qui se passe. On a eu d'autres points d'étonnement, peut-être que Clément on pourrait élaborer là-dessus puisqu'on en parlait en préambule de la série face aux Rockets. L'utilisation du small ball face au big ball entre guillemets. On pensait que la solution était de jouer grand, à juste titre. Les quelques minutes pendant lesquelles on a joué grand étaient bonnes, mais finalement on a roulé sur les Rockets en small ball en fin de compte. Mais c'est-à-dire que l'ajustement de Frank Vogel ne consiste pas seulement à passer sur du small ball, c'est qu'il a aussi mis une zone en place. Oui, c'est vrai. Et un trap sur Harden. C'est ça. Et le plus surprenant, c'est que Mike D'Antoni a perdu la bataille face à Vogel. Il n'a fait aucun ajustement. Il n'a jamais tenté de contrecarrer cette zone. Et dans ce sens, la line-up en big fonctionnait, en gardant son pivot et l'intérieur. Mais en repassant sur le small ball... Elle a fonctionné en game 1. Qu'après, il n'a plus jamais joué grand. C'est ça. Mais quand même, en repassant en small ball après et en mettant cette défense de zone, ça a mis les Rockets hors du coup. Et les Lakers sont enchaînés avec Markieff Morris dans le 5. C'est ça. Et un Markieff Morris qui signe une super série lui aussi. En tout cas, au moment où on l'avait signé, je pense même pas qu'on lui en demandait autant. Mais il a été au niveau du rendement, en tout cas, ne serait-ce qu'au scoring, plutôt super intéressant. Pardon, Adrien, vas-y. Moi, je demandais ça. Je demandais à Maurice de nous faire oublier Kyle Kuzma. Et c'est très bien. C'est ce qu'il a fait sur la série. Ouais, c'est sûr que son tir extérieur à Maurice, quand il rentre, t'as tout de suite une arme incroyable pour les Lakers, quoi. Il est à 50% sur la série face aux Rockets, alors que Kuzma est à 35, je crois. Donc tu vois, c'est quand même important. Et puis défensivement, il a tout aussi bien tenu son rôle au poste 4 puis 5 par rapport à Kuzma. Ouais, il n'était pas perdu sur les ressorties. Alors Kuzma, lui, a plutôt été en défense face à Harden, parfois même sur des séquences face à Westbrook. J'ai pas eu l'impression qu'il ait joué la plupart de son temps sur les Tucker, Covington et compagnie. Je pense qu'il se serait fait bouffer de toute façon s'il avait voulu jouer sur Covington, que ce soit sur le placement off-ball de Tucker, que ce soit sur le placement off-ball de Tucker en attaque, toi en défense. S'il avait été face à Tucker, il aurait eu du mal à mettre ses points, quoi. Donc le match-up Kuzma-Tucker, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas l'avoir beaucoup vu sur la série. Mais par contre, oui, pour en revenir sur Maurice, série ultra réussie pour Markieff, quoi. On avait pointé qu'on avait recruté le bon frère des deux et on confirme. Ah bah oui. Première pick sur les Clippers, j'imagine. Ouais. Le Markieff Morris, il a pas encore pété les plombs. Alors que le Marcus Morris, lui, il pète les plombs depuis le début des playoffs. Il aura plus l'occasion de péter les plombs de toute manière puisque maintenant il est en vacances. Mais c'est clair qu'on a récupéré la bonne version des deux.
ce qui était marrant, c'est que pour la petite digression rapide, l'un des deux comptes des Pistons nous avait mentionné en nous disant que les deux étaient passés par sa franchise et qu'il avait trouvé que le plus débile des deux était Markieff Morris. Étonnant, mais en tout cas pour nous, Lakers, pour l'instant, Markieff Morris, c'est très très bien. J'ai pas envie de dire c'est un sans faute, mais on n'est pas loin du sans faute, quoi. Si, ça fait pas de vagues, c'est un parfait role player et il est au niveau pour les playoffs. En tout cas, si tu veux lui demander de plus. Et est-ce que, on pose la question, est-ce que finalement ce serait pas le toxique LeBron qui aiderait à l'intégration d'un Markieff Morris et qui imposerait en fait par son aura une limite à Markieff Morris, le fait de jouer dans l'équipe de LeBron James, tu sais que si tu fais n'importe quoi, tu vas servir les limonades à la fin des matchs et ce sera tout, tu vois. Tandis qu'aux Clippers, t'avais peut-être pas exactement. ce meneur. On va pas piétiner. Non mais si on peut parce que quand même, parce qu'ils nous ont tous chié dessus pendant toute la saison régulière, depuis la soirée de juillet où il y a eu les deux signatures. Mais exactement. Non, on peut. Et tout le monde disait oui, là, LeBron, pas leader, machin. En plus, on rajoute 3 joueurs réputés compliqués, Morris, J.R. Smith et Waiters, tu vois. Et quel est le vestiaire qui se disloque? Quel est le vestiaire où ça part en couille, où personne n'est concerné, où ça se barre à Atlanta, où ça fait n'importe quoi? C'est les Clippers. Donc à un moment donné... Qui tient qui, tu vois, Après, je vous trouve quand même culotté de reprendre les Clippers, alors que vous, en tant que fan des Lakers, vous avez eu le calendrier le plus facile de la ligue depuis le départ, et ça se ressent aujourd'hui. Même en playoff, vous avez le calendrier plus facile. C'est quoi cette histoire de seed one, je sais pas, n'importe quoi. Non, mais c'est clair, ouais. Non, mais pardon, vas-y, Clément. J'allais dire, messieurs, on se recentre un peu sur la rencontre, sur l'opposition face aux Rockets. Ouais. Quelques clés de cette opposition, si ce n'est, deux philosophies totalement opposées. On en a parlé un peu d'Anthony qui est resté sur ses acquis, qui n'a rien proposé. Adrien. Ouais, vous avez dit beaucoup de choses, déjà sur la série, sur les 3 clés principales de l'ensemble de la série, où finalement il n'y a pas eu de grands affrontements tactiques entre les deux coachs. C'était une bataille de small ball et ça s'est réuni à quel est le talent qui s'en sort le mieux. Puisque Mike D'Antoni a laissé Harden un petit peu dans sa merde à gérer les trappes à tout va, et nous on n'a pas eu finalement besoin à trop forcer le talent non plus, puisque je crois que LeBron s'est fait quand même plaisir sur la pénétration en pénétration sur le drive. Enfin, il allait chercher beaucoup de points à l'intérieur et bien plus que face aux Blazers. Donc non. Moi je dirais vraiment que sur cette série, peut-être pas par rapport aux Blazers, mais en tout cas par rapport aux Rockets, je trouve que c'est la défense qui nous fait gagner cette série et qui nous fait plus gagner cette série, qui nous fait exploser les Rockets, parce que tu remarques quand même que sur les gros runs qu'on met aux Rockets, c'est-à-dire, tu vois, t'as des runs offensifs, t'as des runs plutôt défensifs, t'as des runs où tous tes tirs rentrent et même si tu prends quelques points, t'en mets tellement que tu prends large. Là, j'ai quand même trouvé que les moments où on décollait un peu du score, c'était quand même souvent après 3, 4, 5 stops super bien réussis qui plantent complètement, qui plombent moralement les Rockets par l'exécution tactique qui est super bonne. Quand tu vois que t'as des trappes de Rondo et de Caruso qui déboulent sur une passe behind the back de Harden qui arrive dans les mains de Rondo, etc. Tu vois, c'est ce genre de play qui met totalement en confiance ton équipe et qui démonte totalement psychologiquement l'équipe adverse. Donc moi j'ai trouvé que c'est la défense qui nous a vraiment fait réussir un autre. Et pourtant, vas-y. Et pourtant, on n'a pas vraiment éteint Harden non plus. Non. C'est vrai qu'on l'a pas éteint. Il fait les Rockets sont très bien shootés sur l'ensemble de la série. À l'exception du dernier match où là vraiment tu sens qu'il lâche tout. Tu vois. Le dernier match c'était moralement ils y sont plus dans le game 5, mais globalement ils shootent bien, tu vois. J'ose continuer de penser que les rotations défensives des Lakers ont justement été parfaitement appliquées. On avait pointé du doigt dans le podcast avec Nas, notamment que le nombre de 3 points, créés par Harden sur les drives était colossal. Oui. Et étonnamment, pas du tout. Ils étaient à 53 points sur le premier tour, ils tombent à 43 points sur le second tour, ce qui est déjà encore conséquent. Mais tu vois quand même l'impact de la défense des Lakers sur ce nombre de 3 points à gérer. Bien sûr. Mais dans le trap, in fine, quand même, il était plus important pour nous de nier aussi l'accès à la peinture que de brider totalement le périmètre. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais donc le plan était bien parce que c'est vrai qu'on a vu quand même de belles choses à l'intérieur, sur des rotations, beaucoup de contre et il y a du sale, un peu de tout le monde. LeBron s'est fait plaisir, Caruso aussi. LeBron qui a salopé Westbrook.
Oui, non, tu vois, donc c'était assez agressif à l'intérieur. Et ça, ils n'avaient pas le personnel, si tu veux, les Rockets. Ouais, c'est ça. On n'aura pas éteint Harden, mais par contre, on aura complètement éteint Westbrook. Enfin, peut-être qu'il s'est éteint un peu tout seul aussi. Ouais, voilà, peut-être qu'il s'est un peu éteint tout seul. Gordon aussi, il n'est pas dans ses standards à la finition. Ouais. Après, Gordon fait une meilleure série à 3 points qu'il l'a faite juste avant. Il était complètement à la ramasse sur la série face à OKC et il se rattrape bien sur son shoot contre les Lakers. Mais par exemple, voilà, l'image, si tu veux, de cette domination des Lakers face aux Rockets, pour moi, c'était vraiment Westbrook qui a pété les plombs sur les 5 matchs. Bon, encore le match 1, ça va, mais les 4 matchs suivants, c'était des turnovers mais complètement débiles, tu vois, complètement abrutis. C'était du driving alors que la lane n'était pas totalement libre et qu'il allait briquer ça sur le plexi. Enfin, tu vois, ça a été des... Anthony Davis, il faut lui quand même lui donner du crédit au Depoy de cette saison. Il a extrêmement bien géré ses situations défensives face à Westbrook. Sur toute la série, il n'y a pas eu beaucoup de moments où Westbrook l'a mis en difficulté. Ça a été plutôt l'inverse. Par contre, on n'a pas encore évoqué le tournant de cette série. C'est l'exclusion de Daniel House quand même. Non, pas un moment. C'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Ils perdent effectivement leur couteau suisse. L'homme à tout faire, l'homme qui réussit tout. Non, franchement. C'est Mao Tse-tung qui a son mariage visiblement, mais bon. Ouais, il perd son mariage quand même dans la foulée. Aïe. Non, ouais, bon, c'était un bel argument pour les fans des Rockets jusqu'à ce qu'on leur roule dessus 4 matchs d'affilée, quoi. Bon, après, je pense qu'ils se sont tous un peu rendus compte que l'exclusion, d'ailleurs justifiée de Daniel House, puisque c'était finalement avéré ce qui s'est passé. Son exclusion avérée son exclusion ou pas n'aurait rien changé à mon sens. Et puis de toute façon, elle était méritée, donc la question ne se pose même pas en fin. Tyson Chandler aura bien tenté sa dernière rotation défensive, mais ça n'est pas passé. Et en parlant de Tyson Chandler, excite l'équipe sans pivot, messieurs. Ouais. On a affronté et on va affronter ce qui se fait peut-être de mieux chez les big men. Fan d'équitation et de malbouffe, Nikola Jokic se dresse face au secteur intérieur des Lakers après avoir tabassé celui des Clippers au tour précédent. Donc les Nuggets ont encore remonté le score de 3-1 pour s'imposer au Game 7, annihilant tout espoir d'une confrontation 100% Los Angeles en finale de conf. Il se dit d'ailleurs qu'Adam Silver noie son chagrin dans l'alcool et les billets verts, messieurs. L'agenda de la NBA en a pris un coup. Je sais que vous attendez ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette série Clippers-Nuggets? Non, oui, un petit mot pour le fun avant de passer sur l'analyse de la vraie série, de la vraie finale de conférence. Clippers Nuggets, que dire? Je pense, à mon avis, que les gens se prennent une gifle parce que beaucoup de gens ont survendu le supporting cast de Kawhi Leonard et de Paul George pendant toute la saison. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs, typiquement, je pense à Beverley. Beverley, franchement, aujourd'hui, tu le mets dans une équipe à un haut niveau. Ce mec-là, il va pouvoir jouer 25 minutes. Tu vois sa stat line, t'as l'impression qu'il n'a pas joué du match. T'as l'impression qu'il n'a servi à rien. Et même défensivement, il est pas dire que c'est un mauvais défenseur, ce serait être super malhonnête, mais il est pas non plus ce qu'il était, par exemple, aux Rockets, pour en parler. Donc, je pense qu'ils ont des joueurs surfaits, ils ont des titres. Tout ça pour la modique somme de 15 millions par an. Hein. Ouais, en plus. Et oui, parce que c'est vrai qu'il a pris son billet, le Beverley. Ils ont rajouté un Marcus Morris qui est pas spécialement très bon défensivement, qui peut prendre chaud en attaque, mais est-ce que finalement ils en avaient vraiment besoin de ce Marcus Morris? Je sais pas. Moi, quand je les vois jouer face aux Nuggets, je me dis qu'il leur manque parfois plutôt un meneur, un créateur, tu vois. Donc, mais ils avaient Reggie Jackson. Ils ont signé Reggie Jackson. Ils te l'ont dit à la trade deadline que c'était un super coup. Ouais, et Joachim Noah. Et alors voilà, j'allais dire à l'intérieur pour défendre sur Jokic, il y avait normalement le Depoy français Joachim Noah. Bon, voilà. Donc tu vois, finalement, tu vois les noms en fin de compte et tu te dis bon. C'était bien, mais c'est quand même une équipe qui est assez déséquilibrée. Et pour moi, je l'ai beaucoup appris dans les mentions du compte là dernièrement en discutant avec d'autres personnes. Moi, j'ai trouvé que déjà la série face à Dallas, elle était un sacré révélateur des faiblesses des Clippers. Parce que quand les Clippers gagnaient, c'était parce que Dallas jouait pas très très bien leur basket. En plus, il y a eu des matchs qu'ils ont ratés où Porzingis n'était pas là. Et les matchs où Dallas gagnait, à chaque fois, tu avais les petites faiblesses des Clippers qui ressortaient. Typiquement, Doncic qui met le dagger sur Paul George de mémoire, c'est ça, qui te montre quand même que voilà, mentalement, les Clippers c'était loin d'être solide. Tu te fais punir par un géno, ok, mais tu te prends un buzzer beater incroyable en playoff. En fait, cette équipe, si tu veux, pour moi, elle était un peu à l'image de la franchise. C'est pas encore, il y a encore ce plafond de verre pour cette équipe des Clippers, pour moi.
Voilà. Ouais, du coup, moi je t'avoue, je regrette un peu en fait, cette victoire contre cette victoire des Nuggets. Ouais, je pense qu'on franchement, ouais, je la regrette parce que le plan de jeu était assez simple face aux Clippers. Tu vois, tu donnes 3 games à Rivers, puis après tu sais que t'as gagné la série, hein, donc. C'est ça, exactement. C'était assez simple. Oui, c'est vrai que tu parles de Rivers, tu fais bien parce que le coaching, c'était pas l'Amérique, quoi. À part ça, c'est vrai non, mais évidemment qu'on sourit, évidemment qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur les réseaux. Encore une fois, tu vois, les Clippers dignes de leur réputation. Mais au-delà de ça aussi, c'est des joueurs, hein, des destins de joueurs. Paul George, est-ce que ça fait pas, tu vois, 2 fois qu'il fait le mauvais choix de carrière? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait lui de venir chez nous l'an passé plutôt que signer chez les Clippers? Et pareil pour Kawhi, hein, à un moment donné. Là, la première année, c'est le premier fiasco. Si l'année prochaine tu confirmes pas, c'est compliqué. Bah, de toute façon, si l'année prochaine ils confirment pas, enfin ils réussissent pas, à mon avis, les deux vont se barrer, hein, de toute manière. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, ça me donne une parenthèse à tous ceux qui s'excitaient en disant attention, jamais Giannis quittera les Bucks et compagnie. Attendez. Ouais. Vous voyez ce qui vient de se passer là, dans ces playoffs-là. Pareil, si l'année prochaine ça confirme pas, terminé. Vous pouvez dire au revoir à Giannis. Hein. Ah, ça va opt-out dans tous les sens, hein, de toute manière. Il y a 2 superstars qui peuvent se rejoindre où elles veulent. Exactement. Et il faudrait juste une franchise pour les accueillir. Et donc c'est jouable. Hein. Pour en revenir sur les Clippers, c'est terrible de se dire qu'à chaque fois. Non, c'est pas terrible. Tout le monde répète. C'est amusant. Tout le monde répète que l'important c'est les playoffs et donc on nous a pointé du doigt que les Lakers qui terminent premier avec un calendrier facile, on verrait bien en playoffs. Et le banc des Clippers a totalement disparu. Ouais. Ils ont tous sous-joués. Ils étaient tous en forme en saison régulière, notamment Lou Williams et Harrell, quand même 6e homme de l'année. Il nous fait quoi 10 points, il s'est fait abuser par Jokic alors que Jokic va à 2 km/h. C'est terrible. Ah, mais Harrell a été la serpillère de Jokic. Hein. Et il a aussi été celle de Porzingis sur les quelques matchs où il a joué. Hein. Un effectif dont on vantait la polyvalence et la richesse, notamment quand ils ont signé Reggie Jackson et Marcus Morris à la trade deadline. C'est terrible. J'ai un peu de mal pour notre copain Clippers FR qui lui aussi se note dans l'alcool, je pense, à ce moment, mais bon. Ouais, puis parce qu'en fait, finalement, même si on va se mouiller un petit peu, les gars, finalement, alors là, déjà, t'as les excuses qui fusent côté Clippers. Oui, finalement, c'était qu'une année expérimentale, on se ramène l'année prochaine. En réalité, non, cette équipe, elle avait été créée pour faire du win now. Quand tu balargues tout ton avenir sur 20 ans pour récupérer Paul George, parce que c'était le désir de Kawhi, t'es là pour gagner. T'es pas là pour sortir au deuxième round des playoffs. On est d'accord. Parce que c'est pas dit que les deux là, que tu as cité, Clément, donc Morris et Jackson, acceptent de rester en se partageant la MLE, par exemple. Hein. Ils sont blindés au niveau cap 1. La marge d'amélioration du roster, elle est pas si forte que ça chez les Clippers non plus. Donc tout autre résultat sportif autre que la victoire finale est un échec cuisant de l'opération. Absolument. Qui est-ce qui peut même bouger pour récupérer typiquement un Brogdon, par exemple, ou un meneur relativement correct? Qu'est-ce qui peuvent bouger pour ça? Personne va accepter un packaging Shamet et Verbier contre Brogdon. Jamais de la vie. Ils ont plus de pics, parce que des pics, ils en ont cramé aussi pour faire venir Maurice. Oui, c'est pas gratuit. En balançant Shai, ouais. Mais, des pics pour Maurice, mais des pics aussi pour Paul George. Ah, pour Paul George, ils ont balancé 5 first rounders déjà pour Paul George. Ils ont balancé 5 first rounders et il y a 2 pics swap, je crois, de mémoire. Donc à un moment donné, peut-être que tu peux échanger tes pics en 2225, mais non, il me semble quand même, tu vois, c'est limite aussi. Donc, non, c'est chaud. Hein. Ah, mais Ballmer doit se poser des questions et je pense qu'il doit faire du vaudou avec Paul George parce que Paul George les a complètement plombés parce qu'en fin de compte, en réalité, ils avaient quand même une équipe, même si elle tournait à chaud, enfin, elle tournait à plus ou moins bas régime de temps en temps, par moment en playoff. En réalité, il suffisait que Paul George step up un minimum pour que cette équipe fasse une finale de conférence. Tu vois, normalement, si Paul George avait été régulier, si Kawhi aussi avait été régulier, on peut aussi le planter parce que Paul George fait finalement pas une série si dégueulasse que ça face aux Nuggets. Cette équipe, si les deux stars avaient été aussi forts que nos deux stars, que notre duo, on se serait retrouvés les deux duos face à face en finale de conférence. Le problème, c'est que mentalement, Paul George, il s'est totalement écroulé. Il suffit de voir ses déclats pendant la série, son post Instagram là, de subliminal, c'était pendant la série, quand tout le monde appelait playoff P, quand il mettait 3 points par match contre les Mavericks. Donc tu vois, je me dis, moi, les Clippers, finalement, le destin des Lakers est quand même beaucoup plus charmant et beaucoup plus sexy que celui des Clippers. Donc faut se le dire, quoi. Ouais. Oui, un effectif de taille, mais comme l'a dit un célèbre philosophe, la taille importe peu quand tu n'as pas le cœur. Big up, James.
Messieurs, face à une équipe de Denver qui est beaucoup plus classique que les Rockets qu'on a affrontés, et malgré le fonctionnement le bon fonctionnement du small ball line-up qu'on a vu avec cette zone proposée, est-ce qu'on doit rebasculer sur une formation standard, comme l'a laissé entendre Frank Vogel, ou est-ce que garder Morris dans le 5 de départ était ou est une meilleure option face au 5 des Nuggets? Votre avis à ce sujet? Adri, peut-être que tu peux commencer. Donc, oui, là, c'est la première série où, contrairement aux deux précédentes, où la menace est clairement à l'intérieur et pas à l'extérieur. On passe d'une menace relativement similaire, Lillard-Harden, avec des joueurs qui assurent à la fois le playmaking et le scoring, avec leur pendant à l'intérieur, donc avec Jokic. Donc évidemment que la clé de toute la série, c'est comment on va réussir à, si ce n'est museler, mais du moins un petit peu ralentir cette menace-là. Et donc, si ta menace principale, c'est quelqu'un qui score de manière élite au poste et qui crée de manière élite ou au poste bas ou au poste haut, eh bien, il faut lui mettre un défenseur élite dans le secteur. Ah, et attention. Et on en a. On a au moins 2 joueurs qui correspondent à ce profil-là. On a évidemment Anthony Davis et on a aussi Howard. Alors, le souci, c'est que si Vogel a dit qu'il allait revenir à un schéma plus classique, donc qui dit schéma classique dit que c'est Maggie qui doit récupérer le poste de titulaire. Et là, je sais pas comment ça va se passer. Alors après, il faudra voir si ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si Jokic met Maggie dans sa poche, il y a de fortes chances d'arriver. Quelle leçon il va en tirer? Est-ce qu'il va définitivement sortir Maggie pour tout le reste de la série et donner l'essentiel du rôle à Howard, rebasculer en small ball? Ça, je sais pas. Mais théoriquement, sur le papier, on a des joueurs qui sont élites dans la défense intérieure pour pouvoir contrer ou ralentir Jokic. Et notamment Anthony Davis. Pardon, vas-y, Clément. Non, je rebondissais sur Anthony Davis et Howard, mais attention quand même, justement, quand tu dis que la première option offensive est à l'intérieur cette fois-ci, j'ai envie de dire que les Nuggets, en fait, c'est l'équipe que Portland pensait être, que les fans de Portland pensaient être, parce que Jamal Murray est en train de sortir un truc mais énorme à l'arrière sur cette saison de playoff, et Jokic est milieu au-dessus de Nurkic, et ils sont entourés par des gars capables de sanctionner les prises à deux. On a fonctionné sur des schémas, notamment face aux Rockets mais aux Rockets et même face à Lillard, où soit sur les pick and roll on faisait hard edge, donc tu avais ton intérieur qui montait très haut pour gêner Lillard et diminuer les situations de pull-up, et face à Harden on était à deux, on faisait des prises à deux. Là ça va pas être possible de faire des prises à deux sur Jokic au poste, ça sera automatiquement sanctionné, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux Clippers. Ils ont fait des prises à deux tellement visibles et prévisibles par les Nuggets et Jokic que lui a balancé côté faible, de passe, le ballon était dans le corner et c'était un 3 points ouvert. Donc là, ça sera du homme pour homme. Donc je te rejoins, Adrien. Est-ce que Maggie va pouvoir tenir Jokic, ne serait-ce que plus de 2 minutes dans le Game 1? J'en suis pas convaincu. Oui, dès que ça va voir que tu vas commencer à prendre entre 6 et 10 points sur ce type de séquence-là, il faudra lâcher la rotation et passer à autre chose. Mais ça, le Game 1 le dira. Après, là, on parle que d'un côté du terrain. Mais de l'autre côté, par contre, c'est pas la même tisane aussi. Parce que si Jokic est élite en attaque, par contre, en défense, c'est pas ça du tout. Et tu peux aussi appuyer sur ce point-là. Et là, je pense à une relation, évidemment, LeBron, Davis en pick and roll qu'on a finalement pas tant vu que ça sur face aux Rockets. Pas beaucoup, ouais. Et là, par contre, tu peux mettre vraiment dans le mal la défense des Nuggets, parce que jamais de la vie Jokic va sortir au périmètre. Donc ça donne le shoot à LeBron, ça donne le shoot à Davis, ça donne beaucoup de choses en fait. Et donc ça donne de l'aide d'autres joueurs des Nuggets, et donc du coup du kick possible vers un joueur ouvert, etc. Jokic il handicape quand même fortement son équipe sur pas mal de phases défensives. C'est ça. Et après, il faudra voir aussi quelle est la philosophie que voudra donner Vogel à la confrontation. Vu qu'on est pour l'instant sur l'ensemble des playoffs, on est la première équipe au net rating. Mais on est que la deuxième attaque et la troisième défense. Donc ça veut dire que imagine, tu prends vraiment le pas en attaque, tu vois que, ok, tu prends beaucoup de points, mais en attaque, t'en mets tellement. Là aussi, c'est peut-être que tu vas garder ton 5 de départ qui est quand même assez performant, puisque sur la première série face aux Blazers, le 5 de départ, il est à plus 21 en net rating, donc c'est-à-dire que ça fonctionne quand même, tu vois. Bien sûr. Donc là-dessus, il faudra faire d'une part regarder quelle sera la physionomie du Game 1 et l'appétence au changement que va nous montrer notre coach. Ouais.
Après, ça va sans dire, hein. Mais je pense que, enfin, ça va sans dire. Le joueur qui va vraiment, pour moi, faire que cette série pourrait aller dans notre sens assez rapidement, pour moi, ça va être Anthony Davis, parce que pour l'instant, je pense que vous l'avez remarqué, on n'a pas encore eu de véritable Anthony Davis game, j'entends en termes de scoring, tu vois. Anthony Davis est capable de scorer beaucoup s'il prend feu, et s'il est pas très très bien défendu, il peut claquer du 40, ouais. Il a fait une fois du 40. Ah oui, mais aux Lakers, il a fait du 40 face aux Blazers, mais tu vois, il peut même encore aller au-dessus de ça, tu vois. Non, mais tu vois, essentiellement, ils avaient tu vois, l'anti-Davis avec Nurkic, tu vois. C'est ça. Donc moi je serais curieux de voir ce que Mike Malone va proposer face à Anthony Davis, parce que bon, Millsap, je le vois mal museler Davis en défense. Jokic, n'en parlons pas. Donc moi je pense que Anthony Davis va pas mal se balader dans cette équipe des Nuggets. À voir. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, ça va être la défense sur le pick and roll Murray-Jokic. Ouais. Mais il est pas exceptionnel, hein, déjà, cette relation-là, le pick and roll Murray-Jokic. C'est pas, moi ça me fait moins peur quand même que les autres pick and roll censément joués par les autres meneurs. Murray reste quand même un créateur bien moins talentueux que Lillard et Harden. Normalement ça se défend mieux de notre part. Surtout que nous, au niveau de la défense sur le pick and roll, généralement on s'en sort bien. Surtout sur le rollman, on le contient assez bien. Donc c'est pas ça qui m'effraie le plus. Mais c'est pas justement du côté du rollman qu'il va falloir s'inquiéter de Jamal Murray. C'est comme tu le dis, au playmaking, il est mauvais. Mais il peut pouvoir mauvais. Oui, mais après, même au tir en sortie de dribble, c'est pas non plus, c'est ni Harden ni Lillard. Ouais, enfin, c'est le deuxième joueur avec le plus de pull-ups sur les playoffs, avec 47% de réussite quand même. Sur les playoffs, il est insolent. Il est insolent. Alors autant pour moi. Moi j'étais pour te dire, non, mais quand je te dis qu'il a des stats insolentes, c'est que voilà, il y a 11 pull-ups par match, il fait 13 drives par match et il te sort des statistiques exceptionnelles. Il est à 50% à 3 points quand même depuis le début des playoffs. Il est incandescent. Ah ouais, il est insolent. Donc espérons qu'il retombe dans la moyenne. Mais c'est pour ça que ça risque d'être compliqué sur la défense au périmètre, et justement prise à 2 ou hard edge, ça va pas être possible. Ça va pas être possible de faire ça. Non, mais on pourra continuer à faire confiance peut-être à Danny Green, qui est avec de la taille pour le. Oui, peut-être. Danny Green qui fait d'ailleurs une série coquette lui aussi face aux Rockets. Hein. Il a fait une superbe petite série là, tu vois. Pour le coup, j'ai été content de me dire, on a payé Danny Green, ok. Il a mis ses shoots quand il a fallu les mettre. Et il a emmerdé les Rockets, rebond offensif, défense. Il est relou pour les Rockets. C'est le meilleur net rating de l'équipe sur les playoffs. Ah bah ouais, tu vois, ça m'étonne pas. C'est le numéro 1. Il a même fait des passes décisives à Anthony Davis en ratant des lay-ups tout seul sous le panier. Rien à dire. Quid peut-être de Rajon Rondo avant de boucler la preview face aux Nuggets. Non mais pareil, tu vois, c'est comme, non mais si tu veux, c'est comme les 50%. Est-ce qu'on a 3 points de Murray? Est-ce que Rajon Rondo 44,4% à 3 points, c'est aussi son jeu, tu vois? Non, oui, sûr. Non, c'est pas son jeu. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les faiblesses de Rajon Rondo peuvent potentiellement nous mettre dedans face aux Rockets, face aux Nuggets. Face aux Rockets, finalement, ça pouvait difficilement le faire, puisque on avait un Anthony Davis qui ressortait très très bien sur Harden ou sur Westbrook si besoin, notamment s'il fallait défendre des écrans. Rajon Rondo en plus était quand même assez rarement en 1-1 face à Westbrook et Harden. Quid maintenant face à cette équipe des Nuggets, parce que ce qui a pas mal emmerdé ce qui a été plutôt mauvais côté Rockets, c'était que sans ballon c'était quand même plutôt moyen, tu vois. Sans ballon c'était plutôt moyen. Il fallait absolument qu'Harden fasse quelque chose en attaque pour qu'il puisse se créer des tirs. Il fallait qu'un décalage qui soit fait dans la peinture pour qu'un tir soit créé. Dans ces conditions, Rondo défensivement finalement il n'a pas besoin d'être excellent. Il suffit juste qu'il tienne un minimum son vis-à-vis, qu'il ne morde pas bêtement sur de l'aide, et voilà. Peut-être que ça va se compliquer pour lui défensivement face aux Nuggets. C'est ma question pour vous, messieurs. Je te rejoignais là aussi, parce que du coup cette zone choisie par Vogel et le fait que l'attaque des Rockets était stagnante, ça a facilité le travail de Rajon Rondo off-ball. Il a eu énormément de lignes de passe qu'il a coupées, il a pu relancer en contre-attaque, etc. Mais on sait que depuis le début de la saison, 1 contre 1, notamment sur les shooters, il se laisse enrhumer. Ouais. Et en face, j'ai un peu peur que, vu les déplacements et l'attaque des Nuggets, qui sans être exceptionnel, parfaite, si tu veux, les extérieurs arrivent à parfaitement bouger, et tu te retrouves forcément avec le fameux Gary Harris dans un corner. Ouais.
Mais Gary Harris, Torrey Craig, Michael Porter Jr. qui a aussi des ballons catch and shoot. Et j'ai un peu peur que si Rajon Rondo continue à s'oublier, notamment sur off-ball, on se fasse sanctionner. Ouais, moi aussi. À voir. Il y a un dernier petit aspect peut-être où comme ça on fait durer le plaisir jusqu'au bout. Petit quid de la défense de Denver en transition face aux Lakers. On a vu quand même des jolies contre-attaques réussies face aux Rockets, les Rockets étant loin d'être l'équipe la plus lente de ces playoffs. Je trouve que les Nuggets c'est plus lent déjà, tu vois. Après eux ils ralentissent en attaque, hein. C'est surtout sur l'attaque où ils sont obligés de ralentir. Après là, sur le repli défensif ils ont quand même quelques mobilettes qui peuvent faire le travail. Je pense notamment à Gary Harris, Craig, Grant, ça peut quand même revenir assez rapidement. Mais oui, techniquement je suis d'accord, la transition, donc si tu parviens à générer des stops, vu comment toi tu peux te projeter, normalement tu dois les mettre dans le mal. Ouais, parce que tu voyais sur certaines transitions réussies face aux Rockets, un Kuzma qui part très très vite vers le panier, qui reçoit des bons ballons, un Anthony Davis même qui part avec sa vitesse, mais il a une vitesse quand même honnête, hein, Anthony Davis pour un intérieur, c'est plaisir. On a eu des transitions avec du KCP qui part, du Caruso. Finalement, quasiment tous les joueurs se sont illustrés pour les Lakers face aux Rockets en transition. Moi, je pense que l'une des clés aussi de cette rencontre, ça sera la transition face au... Et surtout si tu arrives, si les Nuggets sont des séquences où ça amène Anthony Davis à jouer à défendre au périmètre, au rebond, lui ça y est, il est déjà sous le panier adverse et c'est le dunk assuré. Exactement. Ça c'est vraiment des séquences, c'est à voir aussi. Est-ce que si Jokic est obligé de reculer au périmètre, donc tenter ces espèces de tirs improbables qu'il a rentré face aux Clippers, il y a des coups à jouer, c'est sûr. Messieurs, en parlant de match-up, puisque là on a parlé des forces adverses, mais qui chez eux pour défendre sur les Browns? C'était l'une de mes prochaines questions. Puisque pour rebondir, le meilleur défenseur actuel, et ça se vérifie depuis qu'il est revenu en playoff, c'est Gary Harris. Et Gary Harris est beaucoup trop petit pour défendre sur les Browns. Bien sûr, pas assez fort aussi. Mais pas assez fort physiquement parlant, je veux dire. Pas. Oui, d'accord. J'ai cru que c'était le dernier numéro de French People. Non, c'est sûr que effectivement LeBron Harris il en fait son 4 heures quoi. Ça c'est clair et net. Effectivement c'est une question que tu fais bien de poser. Il te reste grosso modo Craig et Jeremy Grant. Sauf que Grant va devoir défendre sur Anthony Davis à un moment donné. Millsap ne pourra pas suivre Anthony Davis. Non. Donc il reste Craig. Ça paraît compliqué quand même. Hein. C'est light, c'est light, c'est quand même super light, bien sûr. On a vu que Porter c'était pas ça non plus en défense 1v1. Non. Donc LeBron pourra faire vraiment de ce qu'il veut sur le drive. L'effet, donc le double effet qui se coule, c'est que du coup notre système de jeu sans arrière dominant fait que tu peux neutraliser la très bonne défense individuelle de Gary Harris. Ça c'est pas mal. Exact, c'est ça. Là où Denver représentait un terrible match-up pour les Clippers, et là où les Clippers pouvaient nous gêner aussi un peu sur le papier, mais finalement nous on est un peu la bête noire en tout cas au niveau stratégie des Nuggets. On n'a pas perdu contre eux en saison régulière. On a perdu un match, le match sans LeBron. C'est ça. Ok, d'accord. Et sinon les deux autres on les gagne. Oui. On les gagne avec un Anthony Davis qui tourne à 30 points je crois sur les matchs. C'est ça. Tout ça. Et Jokic qui est quand même assez limité dans son score. Exactement. Jokic qui était à 14 ou 15 points sur les 3 matchs. Là, j'avais vu cette stat. Et Jokic qui avait été pas mal défendu par Anthony Davis sur ces 3 matchs-là. Donc je veux dire, si on se dit aujourd'hui, est-ce que Anthony Davis est capable de gêner l'insolent Jokic en défense? Oui, Anthony Davis en est totalement capable. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur défenseur de la ligue aussi, d'ailleurs. Tu vois, c'est aussi pour ça. Bref. Messieurs, on passe à la suite. On pique un joueur chacun. Un joueur que vous attendez sur cette série. Je vais commencer, Nas, peut-être. Oui, tu vois, c'est toujours pareil. On n'a pas envie de sortir les obvious, LeBron et Heat. Non, moi, j'attends un Danny Green aussi insolent sur cette série face aux Nuggets qu'il l'a été sur cette série, qu'il a été face aux Rockets. Voilà, Danny Green de mon côté. Adrien. Ouais, c'est marrant en fait. J'aurais la même idée que Nas en fait de choisir un role player qui doit être au rendez-vous. C'est ça, parce que nos role players ont été au rendez-vous, tu vois. Donc, c'est ça. Donc il faut que ça confirme. Tu me prends Green. Je pense qu'un joueur aussi qui va être important dans ce côté facteur X, c'est KCP. Dans sa capacité à gêner en défense autant que faire se peut, hein, bien sûr, l'arrière adverse, et aussi à concrétiser tout ce qu'il aura à concrétiser. C'est ça. Au périmètre, puisque c'est vrai qu'à la finition, on est quand même en difficulté globalement, mais bon, il faut qu'il le soit, quoi. Enfin, qu'il maintienne son 40% à 3 points, on en aura fondamentalement besoin. Ouais. Et du coup, je reste sur les role-players, n'en déplaise à sa maman, mais je vais parler de Kyle Kuzma.
Va y avoir un match-up intéressant puisqu'il y a Michael Porter Jr. en sortie de banc à défendre. C'est vrai. S'il veut montrer ses progrès comme il peut afficher sur des joueurs de second rang depuis les playoffs, c'est l'occasion, mon grand. Ah tiens, d'ailleurs tu me donnes, c'est très bien que tu le sélectionnes, ton petit chouchou, mais je trouve à moins, je rappelle, c'était à moins sur sa saison rookie. Mais je suis, enfin pas agréablement surpris, mais si peut-être le mot quand même, agréablement surpris du rôle que prend Kyle Kuzma pendant ces playoffs. Ouais. Il est en train de devenir le joueur dont depuis le début on dit qu'il est, c'est-à-dire un role player couteau suisse capable de faire beaucoup de choses, mais qui doit rester à sa place et avec qui tu donnes pas de responsabilité balle en main. Vous le voyez. L'essentiel du scoring aujourd'hui de Kyle Kuzma, c'est quoi? C'est de la transition, c'est du cut, c'est beaucoup de cut, et de la défense de l'autre côté. Donc je trouve qu'il est en train de se transformer dans le role player qu'on voulait qu'il soit, et il le fait sans sortie médiatique, en acceptant le rôle. Donc là-dessus, voilà, j'ai mis quelques petits taquets là pendant le podcast, mais non, bravo à lui pour s'être peut-être remis en question et pour comprendre que le titre, ça vaut plus que du scoring. Je suis d'accord avec toi complètement. Bien sûr, on passe au pronostic. Ouais. Allez, qui veut commencer? Ouais, allez, vas-y, je me lance. Moi, je vais dire 4-2 pour les Lakers. 4-1. Ouais, et je suis partagé. Attends, j'adore cette équipe de Nuggets et ils méritent cette finale, mais j'ai un peu peur que leur déficit de taille, notamment de Gary Harris, leur pèse un peu sur la défense. Et je face à LeBron. Ouais, moi, pour défendre LeBron. Leur meilleur défenseur ne peut pas être mis sur LeBron, en fait. Ah non, mais c'est clair, ils vont pour défendre sur LeBron. Ouais. Non, moi, ce que je voyais, c'était un 3-1 pour les Lakers, les Nuggets qui prennent un 3-2, la terre entière qui s'enflamme sur une nouvelle remontada des Rockets et un LeBron game pour un game 6 qui climatise tout le monde et on finit sur un 4-2, tu vois. Bon, mais si c'est 4-1, c'est encore mieux. Bon, en tout cas, ça annonce des matchs quand même sublimes. Ouais. Quand tu vois ce que Jokic a produit face aux Clippers. Oui, ça va être une série super agréable à regarder. Entre ce que LeBron a produit face aux Rockets, même face aux Blazers, et ce que Jokic a produit face aux Clippers, ou même Murray, à qui il faut quand même donner du crédit, ça va être une série super sympa à regarder, ça c'est clair. Ça va être beaucoup plus agréable à regarder que ce Rockets-Lakers qui par moments c'était des purges, quoi. Je veux dire, toutes les possessions offensives des Rockets, elles étaient horribles. Je comprends pas comment on peut se farcir 80 matchs de cette équipe de merde. Désolé, mais Harden il fait ses stats, mais il est horrible à avoir joué. Il fait ses stats, mais il finit son match à 30 points, 7 rebonds, 8 passes décisives. Tu te dis putain, mais ce mec il a vraiment fait ses stats. D'où est-ce qu'elles sortent, quoi? J'ai vu que du basket moche pendant 35 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, là, face aux Nuggets, ça va être quelque chose de complètement différent. Parfait. Écoutez, on se retrouve pour un prochain numéro, à moins que Jokic et Murray nous sortent encore en 7 matchs. Ouais. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Merci. À la prochaine. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Ciao. À très bientôt. Ciao.